Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui regarde. La première tour s'est fissurée avant que le deuxième coup de feu n'atteigne le sol. Un grondement a résonné dans l'horizon gelé de Nabaran, tandis que les tours de défense de Bandour, la dernière cité Méraxi encore debout, tremblaient sous la pression. La glace cascadait en nappes déchiquetées depuis leur surface fracturée, s'écrasant sur les toits en dôme tels des avalanches de cristal. Un feu rouge s'épanouissait à l'horizon, se déversant dans le crépuscule éternel de l'atmosphère glaciale. Le ciel tremblait, le sol suivait. Le général Terros se tenait au sommet de la plateforme d'observation du pilier de commandement central, sa fourrure bleu pâle couverte de givre et de cendres. Mince et grand pour un Miraxi, sa silhouette se déplaçait avec aisance, même si la structure vibrait sous ses pieds. D'épaisses mèches de cheveux blancs, tressés en cordons cérémoniels, descendaient sur ses épaules, partiellement recouvertes par son armure thermique. Des plaques de carapace d'argent renforcées étaient gravées des glyphes en spirale du vieux Nibarine. L'insigne sur son plastron brillait faiblement, vacillant sous le réseau électrique défaillant. Il parlait calmement, malgré le chaos qui régnait. Où en était le dôme du bouclier occidental? Où en était le dôme du bouclier occidental? Le lieutenant Kyle, plus jeune, plus mince, ses marques faciales bioluminescentes vacillant d'une énergie nerveuse, vérifiait la console. Ses griffes tremblaient lorsqu'il répondit. L'intégrité du dôme était à 17% et en baisse. La deuxième couche s'était effondrée. Le Siretha franchissait sa position orbitale en formation complète. Nous, un éclair engloutit le reste de la phrase. Du ciel, une colonne de feu traversa l'horizon. Le dôme se déforma, explosa. L'explosion arracha le mur est de la plateforme de commandement de ses gonds, projetant des débris dans toutes les directions. Taroche protégea Kael de son corps, tandis que des éclats de glace fendaient l'air comme des rasoirs. À travers la ville, les sirènes hurlèrent, puis s'éteignirent lorsque les réseaux électriques tombèrent en panne, pâté de maison après pâté de maison. Pas le temps d'hésiter. Taroche attrapa Kael par le bras. Signalez l'exode. Activez tous les secteurs du tunnel. Tous les civils doivent entrer sous terre. Kael écarquilla les yeux. Le conseil n'a pas autorisé. Il n'y a plus de conseil, rétorqua Taroche. Ils moururent, les yeux écarquillés. Le conseil n'a pas autorisé. Il n'y a plus de conseil, rétorqua Taroche. Ils moururent avec le dôme. En contrebas, la cité de Bandour était un tableau d'effondrement. Des dômes blancs fondaient sous les bombardements, des tours s'effondraient au ralenti sur des passerelles glacées, et des civils, de fins méraxis aux membres longilignes, fuyaient par vagues groupées sur des routes de cristal glissantes. Leurs longues fourrures, habituellement immaculées, étaient tachées de suie et de brûlures de plasma. Des enfants s'accrochaient à leurs aînés, leurs queues serrées autour des bras pour se réchauffer et se réconforter. L'air s'épaissit de neige et de cendres. Puis la voix retentit. Elle vibra dans tous les haut-parleurs, consoles et cristaux de communication survivants, s'exprimant dans la cadence implacable du dialecte de commandement sirette. Métallique, lent, certain. Ici, le haut commandant Surak de la flotte de la Fédération. La résistance a échoué. Déposez les armes. Toutes les forces Miraxi restantes se rendront immédiatement. Tout refus entraînerait un nettoyage planétaire. Sur la couche orbitale, ils avaient pris position comme un nœud coulant. 6 croiseurs de combat Sirat, en forme de griffes et recouverts d'écailles d'obsidienne et d'os verdâtres, étaient hérissés de canons et de protubérances semblables à des récifs coralliens déchiquetés, irradiant une chaleur verte inquiétante. Les Sirats eux-mêmes, monstrueux et grands, portaient des plaques d'armure segmentées qui imitaient les pointes satriées de leur propre peau. Ils ressemblaient à des bêtes transformées en bipèdes, chacun avec des épaules voûtées,
des bras épais terminés par des gantelets à 3 griffes, et le visage dissimulé derrière des masques de casque équipés de lentilles rouges composites. Même au repos, leur respiration était rauque et tremblante, comme pour contenir leur faim. À l'intérieur des couloirs de brèche, les unités sirettes avançaient avec une brutalité disciplinée. Des foreuses à plasma vaporisaient par les cloisons, et des escouades en armure noire prenaient d'assaut les points d'entrée, fusils à décharge électrique plaqués contre leur poitrine. Leurs voix aboyaient des ordres en rafales brèves et codées binairement. Les défenseurs Meraxi combattaient en formation serrée, brandissant carabines à pointe de cristal et grenades soniques. Mais les Sireth étaient trop nombreux, trop rapides. La dernière ligne organisée se brisa dans le quartier du marché lorsque le capitaine Vinard, l'un des derniers officiers Meraxi survivants, reçut une décharge de plasma en pleine poitrine. Son corps s'effondra en plein milieu de l'ordre, de la vapeur s'échappant de son plastron brisé. Dans les tunnels sous Bandour, le chaos s'installa. Des familles affluèrent par les ouvertures de l'ancien système d'évacuation, guidées seulement par des lumières ambrées vacillantes. Ces mêmes tunnels, autrefois utilisés pour cacher les civils humains pendant l'ancienne guerre, étaient désormais réaffectés à la survie des Merax. L'aîné Mora, qui s'occupait autrefois des enfants humains il y a des décennies, conduisit un groupe de plus de 60 personnes à travers la descente est, sa canne traînant une rune lumineuse, à travers le gel tandis qu'elle murmurait les anciennes prières. « Continuez !» cria l'un des jeunes volontaires en descendant la pente. « Suivez les lignes lumineuses, ne vous arrêtez pas !» Mais le système ne put gérer le volume. Le tunnel 5 s'effondra après qu'une onde de choc orbital eut frappé la crête au-dessus. La glace se fissura dans un écho assourdissant, tandis que les poutres de soutien cédaient. Des cris s'ensuivirent. Des dizaines de personnes ensevelies. D'autres écrasées. Les équipes d'urgence se précipitèrent pour tenter de sortir les blessés, tandis que les mères s'accrochaient à des corps inertes en murmurant des noms. À la surface, le poste de commandement de Tarouche reçut les dernières transmissions éparses des secteurs extérieurs. Des parasites. Des fragments. Le secteur 7 est tombé. Je répète, la place est perdue. Enfants piégés dans la section 9. Aucune réponse de l'équipe d'évacuation occidentale. Kyle fixa l'écran, puis le général. Plus personne ne répond. Taroche ferma les yeux un bref instant. Le silence après l'ultimatum du Sirette était plus fort que n'importe quelle bombe. Alliés, absents. Envoyés diplomatiques, absence de réponse. Le traité d'Orion avait enfoui leurs supplications sous des couches de protocole et de posture. La galaxie avait évolué. Plus personne ne répondait. Il leva les yeux vers le ciel brisé où des traînées de lumière tombaient encore. Ainsi soit-il. D'un souffle qui embruma l'air glacial autour de lui, Taroche activa la dernière balise intégrée à son gantelet de commandement. Non pas pour appeler à l'aide, juste pour envoyer un enregistrement. Un souvenir. Si c'était la fin du Meraxi, on s'en souviendrait. Mais aucun accusé de réception ne revint. Aucun signal. Que des parasites. La balise pulsa une fois, sa douce lueur bleue vacillant contre les murs gelés. Puis une autre. Puis le silence. Kyle se tenait à côté de lui, les yeux creux. Puis le silence. Kyle se tenait à côté de lui, les yeux creux. « Personne n'arrive », dit-il doucement. Taroche ne répondit pas. L'air autour d'eux grondait de détonations lointaines. Quelque part au-delà de la brume, un autre dôme s'effondra, entraînant avec lui le dernier quartier protégé de la ville. Les cris s'étaient atténués, lointains, étouffés. Il n'y avait plus de coordination, plus de résistance, seulement la fuite. La voix du Sirette revint, diffusée sur toutes les fréquences ouvertes. Ceci est votre dernier avertissement. Capitulation ou extinction. Pas de réponse. Taroche saisit son arme de poing, non pas comme un commandant donnant des ordres, mais comme un soldat refusant de s'agenouiller.
Il contempla l'horizon mourant de Bandour, les flammes léchant la glace comme des bouches affamées, les tours réduites à l'état d'os déchiquetés. Il sentait déjà le froid monter sous les panneaux du plancher. Dans les tunnels en contrebas, les derniers civils s'enfonçaient toujours plus profondément dans l'obscurité. Les lumières vacillaient et s'éteignaient derrière, eux une à une. Au-dessus, en orbite, la flotte syrite prenait sa formation finale, et dans chaque chambre, chaque couloir et chaque abri effondré de la ville, la même vérité s'installait comme du gel dans les poumons. Les Méraxi étaient seuls. Tandis que les derniers cris de Bendur résonnaient sous la glace, d'autres regards les observaient au loin, silencieux, calculateurs et humains. Joshua Fletcher se tenait seul au bord de la plateforme d'observation 7, les bras croisés dans le dos, les yeux fixés sur l'écran flottant devant lui. Le flux tactique pulsait d'amas rouges, des flottes sirettes convergeant au-dessus de Nibaran, formant des chaînes orbitales en temps réel. Elles se déployaient rapidement, trop rapidement. Derrière lui, les moteurs vrombissaient doucement sous le blindage du pont de l'avant-poste K92, l'un des derniers sur réseau stratégique non répertorié de la Terre, enfoui sous la croûte de l'Humenkar, un rocher mort sans atmosphère, sans vie et sans témoin. Le commandant Fletcher ne scia pas lorsqu'un autre amas s'illumina. Le troisième dôme, Meraxi, était tombé. Commençait la surveillance à spectre complet des bavardages de Sirat. Il dit d'une voix basse, filtrant les mentions de fin de phase et de liquidation terrestre. « Je veux un horodatage de chaque mouvement dans l'orbite de Nibaran. »« Oui, monsieur », répondit l'analyste en chef Ruiz, assis à la console de communication. « Décryptage préliminaire en cours. Ils accélèrent l'assaut, accélèrent l'assaut. » Joshua hocha la tête. Il avait déjà observé ce schéma, pas dans les flux de données ni dans les tables de guerre, mais dans sa mémoire, 31 ans plus tôt. Il n'était pas alors le commandant Fletcher, juste le lieutenant Joshua. Présence humaine dans un espace partagé, un acte de contamination biologique. Leurs mots, pas les siens. La guerre n'avait pas de front, seulement des zones de destruction. Des colonies entières disparurent sans prévenir. La femme de Joshua, Leah, et leur fils, Isaac, se trouvaient à l'avant-poste de Dreymoor lorsque celui-ci disparut des archives officielles. Il se souvenait du calme et du silence, de l'impuissance, des semaines d'interrogatoire. Personne ne savait ça à Trini, jusqu'à ce qu'un message clandestin lui parvienne. Une explosion de bandes sonores basses. Localisation signalée, Subnibaran 13. C'est là qu'il entendit pour la première fois le nom Miraxi. Une espèce à peine mentionnée dans les briefings de la flotte, montagnarde, isolationniste, neutre, impliquée dans tous les conflits connus, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ils avaient caché des réfugiés humains dans les eaux de leur planète gelée. Aucune raison politique, aucun intérêt, juste de la gentillesse. Leah et Isaac y avaient survécu. Parce que quelqu'un aux mains couvertes de fourrure et sans intérêt dans la guerre avait ouvert une trappe scellée et les avait attirés à l'intérieur. Joshua cligna des yeux, forçant le souvenir à revenir. C'était le passé. Ce qu'il observait maintenant, c'était une dette qui arrivait à échéance. Derrière lui, la porte s'ouvrit en sifflant. L'agent Keller entra, bloc de données à la main. Nouveau commandant d'interception. Les unités terrestres syrites se dirigent vers les anciens secteurs du tunnel. Ils appellent cela un nettoyage final. Phrase codée. Protocole de rupture. Joshua prit le bloc et le lut attentivement. Quelques secondes passèrent. Puis il parla, calmement. Lancez le projet Thorn. Autorisation de niveau S. Keller hésita. Keller hésita, monsieur. Ce n'est pas une demande. L'agent hocha la tête et tapa la séquence de commande. Joshua retourna à l'écran. Si les sirettes devaient enterrisser le passé, la Terre s'assurerait qu'ils se souviennent. Au début, à travers les étoiles, dans un autre secteur,
Un exercice de tir réel se terminait dans l'un des puits de gravité les plus profonds d'Orion Reach. L'impact final résonna dans le couloir de la chambre de simulation lorsque le dernier drone cible explosa en plein vol. Le sergent-major John Savier descendit. La vapeur de son fusil sifflant du canon, il retira son casque, la sueur lui perlant le menton, même sous l'armure climatisée. « Un chronomètre » demanda-t-il. « 5,4 secondes sous les spécifications » dit le caporal Vance en souriant. « Sérieusement, de quoi es-tu fait » John esquissa un demi-sourire. Quelque chose qu'ils ne veulent plus revoir. Il lança le fusil à un technicien, retira ses gants et se dirigea vers la plateforme de débriefing. Mais avant qu'il puisse parler, un voyant basse priorité clignota au bord du panneau de contrôle. Rouge. Silencieux. Pas sur les canaux standards. Il tapota une fois. L'écran vacilla. Puis la voix retentit. Filtrées, brouillées, mais indéniablement en dialecte sirette, les opérations de nettoyage de Nabaron furent complètement terminées par le quartier planétaire. Aucun survivant. Il se figea derrière lui. Le reste des Marines continua de nettoyer le matériel. John, ignorant la situation, appuya sur une autre commande. L'écran changea d'image, celle d'une unité de surveillance secondaire. Datée de moins d'1 heure, les flèches de Miraxi s'effondraient. Des groupes de civils se dispersaient. De la fumée s'épanouissait dans le givre. Il reconnut le terrain, reconnut la disposition des tunnels. Il y était allé à pied. Il avait été l'un d'eux. Il avait marché jusque-là. Il avait été l'un d'eux. Ses pensées le ramenaient à Nabaran. 31 ans plus tôt. Il avait 13 ans. Mal nourri, tremblant. Sa peau était craquelée par le froid. La guerre avait tout emporté et les équipes de chasseurs de la Fédération ratissaient tous les refuges connus. Il s'était effondré dans un réseau de tunnels creusés, prêts à mourir. Mais ils le trouvèrent en temps premier. Un mâle Muraxi, vieux, maigre, à la fourrure striée d'argent, le souleva sans un mot et le porta jusqu'à un foyer creusé dans une chambre de gel. À côté de lui, une jeune femelle Muraxi, borgne, lui offrit une couverture pliée et un bol de pâtes nutritives. Il ne parlait pas couramment. Inutile. Il ne parlait pas couramment. Il n'en savait pas besoin. Ils l'ont hébergé. Pendant des mois. Ils ont risqué l'extermination en le cachant avec d'autres. Ils l'ont nourri. Ils lui ont appris à naviguer dans les passages glacés. Ils lui ont dit par des gestes et par le ton qu'il était en sécurité. Il n'a jamais oublié. Jamais. Ses pensées lui sont revenues. Même maintenant, des décennies plus tard, sa poitrine se serrait à la pensée de ces tunnels. De ceux qui avaient tout risqué pour un jeune humain effrayé, qui n'avait plus rien à perdre. Mais le souvenir n'était pas le seul poids qui pesait sur lui. Il y avait aussi le silence, celui imposé par l'encre. Pas de peur. Le traité d'Orion signé à la fin de l'ancienne guerre avait promis la paix en échange de la passivité. L'humanité cesserait toute action militaire au-delà de ses secteurs assignés. Pas de frappe, pas de déploiement, pas d'ingérence. En échange, la Fédération cesserait les hostilités et permettrait la reconstruction de la Terre. L'encre était à peine sèche que les clauses étaient testées, et leur application était toujours unilatérale. John se souvenait des débats, des diplomates, des communiqués de presse sur les progrès, mais il se souvenait aussi des communications restées lettres mortes, des réfugiés jamais recueillis, des exterminations silencieuses passées pour des affaires internes aux Sirites. Les Meraxi n'avaient jamais fait partie du traité, parce qu'ils n'avaient jamais eu leur mot à dire. Ils n'étaient que des victimes, sacrifiées pour l'illusion de la paix. Et maintenant, ils en payaient le prix. John verrouilla son armure, activa ses communications. Il avait assez respecté les règles. Les poings de John se serrèrent. L'officier de service, le capitaine Ward, s'approcha par le côté, déconcerté par l'écran vide. « Tout va bien, Sauveur »
Non, répondit John en attrapant son casque. Loin de là. Il n'attendit pas le protocole. 2 heures de plus tard, à bord du croiseur furtif Maharaga, John se tenait devant un holotable relié par un canal sécurisé au commandant Fletcher. L'écran se stabilisa. Le visage de Joshua apparut, plus âgé que lors de leur dernière conversation, mais avec un regard d'acier indéniable. « Je me demandais combien de temps ça te prendrait, » dit Joshua. « J'ai vu la vidéo, » répondit John. « Tu savais qu'ils allaient faire ça. Je le savais depuis des semaines, » dit Joshua. « Mais maintenant, c'est confirmé. Ils vont enterrer jusqu'à la dernière trace de ce qui s'est passé pendant la vieille guerre. » Chaque Meraxi encore en vie est une menace pour ce mensonge. Quel est ce? Quel est le plan? Joshua appuya sur une séquence. L'écran s'illumina d'icônes de flotte inactives. Secret. Intouchable depuis des décennies. On n'attend pas d'autorisation. On ne mendie pas de couverture diplomatique. On avance. John étudia le plan tactique. Ça fait beaucoup de vaisseaux à déterrer. On n'aura pas besoin de tous, dit Joshua. Juste assez pour rappeler aux Sirites que certaines dettes n'expirent pas. John hocha la tête. Je vais préparer les équipes. Insertion froide, profil minimal. Pas de drapeau, pas de pitié, ajouta Joshua. Ils se fixèrent un instant, 2 hommes liés par des cicatrices différentes, issues du même passé. Puis, sans cérémonie, ils raccrochèrent. John fixa la table creuse du regard. Et cette fois, nous en avons terminé. Il n'y avait plus de temps pour les souvenirs, que pour l'action. Enfoui sous 50 mètres de roches et de secrets, l'avant-poste 92 s'agita pour la première fois en 31 ans. L'alarme silencieuse pulsa une fois de plus. Joshua Fletcher se tenait devant la console sécurisée, au plus profond du sous-sol noir, une main posée sur le port d'allumage biométrique, la chambre scellée depuis avant le traité d'Orion, et un bourdonnement s'éveilla autour de lui. La poussière retombait en lente spirale, tandis que les anciens systèmes se réinitialisaient. Des bandes lumineuses au sol vacillaient du rouge au cobalt. La température baissait. L'air changeait. Commandant Fletcher, S-39er, activez le marteau. Un silence, puis un carillon bas et final. Confirmé. Quelque part sous la surface de l'Humaine-Quacre, des générateurs enfouis depuis longtemps reprirent vie, perturbant un silence qui durait depuis plus de 3 décennies. Les rails gelés dégelèrent. Des chambres depuis longtemps oubliées commencèrent à bouger, accompagnées du grognement d'une résurrection mécanique, à travers la bordure extérieure, au cœur de stations secrètes, dissimulées sous les croûtes de lunes stériles et de planètes silencieuses près de Nibarin. La même séquence se déclencha par vagues décalées. Petra and Cortical Green Table. Aucun d'entre eux n'avait prononcé son nom à voix haute depuis plus d'une génération, mais chacun d'entre eux était armé. Les bras d'amarrage se déplaçaient tels des doigts squelettiques sortant du coma. Les blindages se déployaient, les tourelles se rétractaient, des portes anti-explosion avec des grondements métalliques. Au plus profond des hangars renforcés, des navires de guerre endormis quittaient teinter leur hibernation. Des destroyers humains, 10 kilomètres de coques blindées et de blindages magnétisés. Les Tiamat, Fafnir, Bahamut et Dreg Gauche, noms gravés dans les eaux de la vieille guerre, désormais effacés de tout registre officiel, respiraient à nouveau. Leurs coques se miroient sous un revêtement anti-capteur noir mat. Les identifications des coques étaient effacées. Les émetteurs étaient froids. Tous les systèmes étaient opérationnels sans aucune diffusion, sans un ping. Les étoiles ne les verraient pas arriver. À bord du Fafnir, le premier officier Reese Calder examinait le manifeste depuis le centre tactique de la passerelle. Son visage restait neutre, la mâchoire serrée. Les rotations d'équipage sont finalisées, tous les groupes de combat sont chargés et pressurisés, les boucliers sont en cycle, les armes sont amassées. Sont amorcées à sec,
Les sécurités sont désactivées, dit le lieutenant Oren, qui s'occupait de l'interface de pont à côté de lui. Calder hocha la tête. Maintenir le blackout. Pas d'émissions externes, qu'ils nous prennent pour des fantômes. De retour sur Lumen 4, le commandant Fletcher observa le schéma holographique de la flotte se finaliser en parfaite synchronisation. Il se tourna vers Keller. Envoyez des ordres de déploiement silencieux à toutes les unités actives. Désignez un vecteur d'approche. Périmètre sans défense. Dérive de Lagrange. Signature de brûlure de masque sous la statique solaire. Oui, monsieur. Keller s'est déplacé rapidement. Sans cérémonie, sans bavardage. Ce n'était pas une mission. C'était un règlement de compte. À 3 systèmes de là, à bord du Maharaga, John Sevier se tenait dans la baie centrale, scrutant les rangées de marines. Une blindée tandis que les chargeurs scellaient les dernières capsules de largage. L'air sentait le liquide de refroidissement recyclé et le gel de combat. La tension était plus forte que la gravité. « Vous savez tous ce que c'est », dit John d'une voix égale. Pas de drapeau, pas de chant, pas de politique. On largue proprement. On avance vite. Pas de communication, sauf en cas d'absolue nécessité. Les Marines, 40 hommes se répartis en 4 escouades, acquiescèrent. Aucun d'eux ne broncha. Ils avaient été triés sur le volet. Non pas pour leur loyauté, pour leur mémoire. Le sergent Darren Holt, son second, enfonça un chargeur dans son fusil et vérifia le calibreur de rail. Vecteur d'insertion. Motif de pliage sous arc. Nous nous laissons tomber entre 2 balayages orbitaux. 2 clics avant la brèche, mise à feu complète. Les tunnels seront toujours là, du moins ceux qui ne se sont pas effondrés. Holt se fit craquer le cou. « On y va à fond ?» John le regarda. « On y va proprement. La suite dépend d'eux. » Au-dessus d'eux, dans la passerelle silencieuse du vaisseau, la pilote Mathers préparait le moteur de saut, les mains fermes tandis qu'elle activait la séquence de saut. Coordonnées verrouillées. Route stable. Fenêtre FTL ouverte dans 45 secondes. Le Mahoraga ne rugit pas. Il disparut. Au même instant, loin au-dessus de Nibirin, l'espace scintilla. Non pas de lumière. D'absence. Des plis gravitationnels se tordirent en des géométries que les Sirites n'avaient pas vues depuis les derniers jours de la vieille guerre. Une fente noire apparut dans le vide, telle une blessure forcée à travers l'espace-temps. Aucun bruit, aucune déclaration. Le Fafnir apparut le premier, massif, élancé, sa coque absorbant la lumière comme une ombre liquide. Puis vint le Tiamat. Puis 5 autres. Chacun creusa le vide comme s'il y avait sa place. Pas tous en même temps. Dans un silence parfait et une formation parfaite. Ils apparurent à intervalles calculés, masqués par l'ombre électromagnétique des lunes jumelles de Nibaren. Les scanners Siret à longue portée enregistrèrent des anomalies soudaines, mais leurs consoles se réinitialisèrent en plein milieu du scan, provoquant des échos brouillés et de faux signaux fantômes. La flotte Siret en orbite Okiki, autour de Nibaran, composée de 17 vaisseaux ancrés en formation croisée dominante, ne tira pas. Ils hésitaient. En formation croisée dominante, ils ne tirèrent pas. Ils hésitaient. Leur vaisseau amiral, le Vurotka, un vaisseau forteresse en forme de croissant, hérissé de pylônes à plasma anguleux, pivota de 6 degrés vers les anomalies à l'intérieur de sa passerelle de commandement. Le haut commandant Surak se pencha en avant dans son armure semblable à un trône. Les Sirites avaient une physiologie monstrueuse. Des torses épais plaqués d'une armure exosquelettique naturelle, des queues à longues épines enveloppées de spirales métalliques cérémonielles. Leurs mandibules claquèrent en doucement tandis qu'ils échangeaient des signaux binaires via des traducteurs intégrés. La peau de Surik, marbrée de charbon et d'un vert profond, vibrait de lumière de stress le long de son cou. Contacts inconnus, pas d'IFF, pas de fulgurance,
Transmission coupée. Le sous-commandant Tazek, plus petit mais tout aussi grotesque, sifflait à côté de lui, masqué jusqu'à son apparition. Pas de traces de brûlure. C'est impossible. C'est impossible. Sourak ne cilia pas. Rien n'est impossible. Juste oublié. Le ciel changea à nouveau. 12 vaisseaux humains maintenant. Toujours pas de communication. Toujours pas de demande. Aucun mouvement. Juste un tonnerre silencieux. De retour à bord du Fafnir, le commandant Fletcher observait depuis le nœud de commandement principal. Il se tenait au centre, entouré de relais sur écran partagés de chaque groupe de combat en position. La planète tournait lentement sous eux, pâle et marquée de cicatrices. Il ne dit rien. Pas de discours. Pas de menace. Pas de compte à rebours. Un message avait déjà été envoyé. Les Sirites ne s'en étaient simplement pas encore rendus compte. En orbite, chaque destroyer restait inactif, face à différents vecteurs, tels des sentinelles attendant leur jugement. À travers la flotte, les pilotes surveillaient tant les signes vitaux. Les armes restaient froides. Les boucliers pulsèrent faibles et illisibles, sous le seuil du capteur. Puis, profondément sous les nuages de Nébarine, juste à l'extérieur des ruines de Bandour, la première capsule de largage marine fila à l'horizon comme une météorite. Elle ne fit aucun bruit jusqu'à son impact, et lorsqu'elle le fit, le sol se fissura et tout changea. Le premier croiseur Sirette n'explosa pas. Il disparut, déchiqueté en silence, avant même que son équipage ne perçoive l'impact. Un éclair, sans tonnerre, illumina le bord de l'orbite de Nabaran lorsque le Tiamat ouvrit le feu. Ses canons à rails larguèrent 6 projectiles dans un silence absolu. Chaque projectile de la taille d'un conteneur de fret, chacun visant des failles structurelles calculées au micron près. Le pylône dorsal du vaisseau ennemi explosa vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, et une réaction en chaîne de détonation secondaire déchira son centre. Colonne vertébrale. Lorsque les capteurs Siret ont détecté la brèche, le vaisseau s'était déjà fracturé en 3 carcasses tournoyantes. À l'intérieur du Fafnir, le commandant Fletcher n'a donné aucun ordre verbal. Sa main droite s'est simplement abaissée du panneau holographique du TAC-AC. Les autres destroyers ont suivi. Des rafales ciblées. Pas de saturation. Pas de chaos. Le Dreg gauche a désactivé les stabilisateurs arrière du Vectal, une frégate de soutien Sareth, le rendant inutilisable dans l'espace. Le Bahamut a exécuté une course silencieuse à vecteur croisé qui a déchiqueté le noyau du bouclier Arusk-Sars. Le confinement du plasma a échoué un instant plus tard. Il a disparu dans une lueur vert pâle à travers la ligne Sarat. La panique s'est emparée du haut commandant Surak, fixant l'interface tactique à bord du Vrodkar. Ses mandibules ont tremblé de manière erratique. Des salves binaires ont inondé la passerelle, relayées par des implants neuronaux. Tandis que la flotte s'efforçait de se réorienter. « Pas de schéma », siffla le sous-commandant Tazek. « Ils frappent sans formation, sans rythme. Ils n'ont pas besoin de rythme », gronda Surak. Ils nous observaient. Ce n'est pas la guerre, c'est une exécution. Ils n'avaient pas tort. Les humains n'avaient pas annoncé la guerre. Ils étaient simplement arrivés et avaient commencé à éliminer les obstacles. En contrebas, la baie de largage du Maharaga s'ouvrit. Des rangées de capsules d'insertion, peintes en noir mat, furent lancées en succession rapide, chaque capsule scellée laissant échapper une traînée de vapeur contre la haute atmosphère de la planète. Le sergent Darren Holt croisa le regard du sauveur de John, alors qu'ils se tenaient dans leurs capsules respectives, quelques instants avant le lancement. « L'enfer approche », murmura Holt par la liaison de communication. John hocha la tête. « Qu'il sache qui a envoyé ça. » Puis les capsules s'écrasèrent. Elles percèrent la haute atmosphère en silence. Pas de signature thermique, pas de traces de guidage. La gravité fit le travail.
Les gyroscopes internes maintiennent leur trajectoire. Chaque capsule heurta le sol avec un impact sismique, le blindage s'effondrant sous une déformation contrôlée. La capsule de John frappa la première. La capsule s'écrasa sur les abords gelés de Bandur, sa coque métallique s'enfonçant profondément dans la glace brûlée. Des éclairs explosèrent dans toutes les directions tandis que l'écoutille s'ouvrait brusquement, libérant une vague de vapeur cryogénique. John émergea, fusil levé, scrutant rapidement. Mouvement minimal. 3 patrouilles les Sireth à 70 mètres au nord, une fosse commune derrière elle, des corps empilés comme du carburant. Il bougea, sans ordre, sans hésitation. Il tira une balle dans la nuque du premier Sireth, avant qu'il n'entende le sifflement de son arme. Le second tourna trop tard. La lame de combat de John traversa l'articulation de son col. Le troisième tira sauvagement, rugissant dans sa langue maternelle. La grenade de John le fit taire. D'autres nacelles atterrirent. Les Marines se déployèrent en escouade serrée, utilisant les débris et les débris comme couverture. Tir de précision. Mouvement mortel. Ils ne criaient peine et pas. Ils ne scandaient pas. Ils n'en avaient sans pas besoin. Ils étaient le message. À travers les ruines de Bandour, les troupes Sireth se regroupaient précipitamment. Les escouades de commandement aboyaient des ordres, leurs grognements déformés résonnant dans l'électricité statique. Leurs armures étaient constituées de plaques dentelées de résine organique sombre, leurs crêtes dorsales s'évasant en posture défensive. Ils avançaient en groupe, rapides, puissants, mais prévisibles. Le sergent Holt et son escouade les frappèrent sur le flanc droit avec une charge de diversion. La détonation n'était pas destinée à tuer, juste à désorienter. Dans les 3 secondes qui suivirent, 2 Marines se mirent à couvert et attaquèrent la ligne de front un par un. « Dégagez !» cria Holt, le sang éclaboussant sa visière. « Prochaine position. Cours près de l'accès au tunnel E19, dit John. Avancez. » Ils coupèrent 2 autres unités en chemin, une embuscade, une escarmouche directe. À chaque fois, les humains se déplaçaient avec discipline, ne s'exposant jamais, ne gaspillant jamais de munitions. Ils s'adaptaient à chaque seconde. La tactique des Sirites reposait sur la force écrasante et la peur. Mais les humains ne cédèrent pas. Ils calculèrent, et ils avancèrent. Au plus profond des vestiges squelettiques de la cité, John trouva l'entrée du tunnel. Sa paroi métallique avait été déformée par les impacts orbitaux. La moitié de la porte s'était effondrée, son cadre enseveli sous les scories et les pierres brisées. Mais il la reconnaissait, même maintenant. Les symboles au-dessus de l'arche avaient presque disparu, mais pas effacés. Il pouvait encore les lire. Glyphes, spirales et hachures verticales de Méraxie étaient gravés dans sa mémoire. C'était dans cette chambre qu'il l'avait trouvé, 31 ans plus tôt. Un garçon à moitié mort, porté par cette même porte. Il s'avança, effleurant le cadre de sa main gantée. Puis il l'entendit. Un mouvement. Pas Sirite. Plus doux, prudent. Il leva son arme, mais ne tira pas. Sous les décombres, une silhouette maigre et maraxie émergea lentement, les mains levées, la fourrure brûlée et les yeux écarquillés d'incrédulité. Derrière lui, d'autres le suivirent. Des anciens, des jeunes, 2 blessés portés par un troisième. Ils s'arrêtèrent en voyant John. Le chef, un mâle avec une défense cassée et des stries grises sur son long cou, fixait l'humain en armure, fusil à la main, visière baissée. Puis John retira son casque, le souffle coupé par l'aîné. John s'approcha. « Tu te souviens de moi ?» Les yeux de l'aîné se plissèrent, puis s'écarquillèrent, un pas hésitant en avant. John Saev? Le nom était déformé, brisé par l'accent et le temps, mais il était réel. John hocha la tête d'une voix basse. « Tu m'as sauvé. Maintenant, on te rend l'appareil. »
Il se tourna vers son communicateur. Holt, secteur patch 9. Civils confirmés. En extrait. D'autres Marines arrivèrent derrière lui, sécurisant le périmètre. L'un d'eux, le soldat Mendez, s'arrêta à mi-chemin, fixant la paroi sculptée du tunnel. « Je connais cet endroit, dit-il. Je l'ai vu dans les archives de mon père. Il était l'un de ceux qu'il cachait ici. » Le vieux Miraxi regarda les marines, les mains toujours levées, puis les abaissa lentement. Le ciel se fissura à nouveau, cette fois au-dessus d'eux. Un hélicoptère de combat s'arrête, traversa la ligne des nuages, ses armes étincelantes. John était déjà en mouvement. À couvert. La cour s'embrassa lorsque la canonnière ouvrit le feu, dispersant des débris, brisant la glace et creusant des trous dans le peu qui restait des anciens remparts. L'escouade de Holt riposta avec des impulsions anti-blindées, propulsant l'appareil plus haut. John sprinta à travers le terrain découvert pour atteindre le Miraxi blessé, en soulevant un sur son épaule. « Au point de repli !» cria-t-il. « En avant !» Les Marines se mirent en formation, neutralisant l'ennemi sous tous les angles. La canonnière s'inclina de nouveau, se préparant à un second passage. Trop lente. Depuis l'orbite, un intercepteur humain la verrouilla. Un tir, une rafale. La canonnière Sirate se désintégra en plein virage. John leva brièvement les yeux. « Merci, Fafnir. » Il se retourna vers le tunnel. La fumée emplissait l'air, mais les civils étaient vivants. L'escouade était intacte. Le périmètre tenait bon. Pour la première fois depuis des jours, le ciel au-dessus de Bendur ne semblait pas mort. Il semblait régner une justice impulsive, et elle arrivait en armure humaine. La paroi du tunnel se fissura sous l'explosion. L'explosion résonna dans le couloir glacial, atténuée seulement par les couches de glace incrustées au plafond. De la vapeur s'échappa des tuyaux brisés. Le sol trembla. Le béton recouvert de givre et d'un ancien alliage Meraxi se déchira en fragments, tandis que John Xavier menait son escouade à travers la brèche. « Lampe de poche baissée », ordonna John en pointant le canon de son fusil vers l'avant. « Thermique activée. Vérifiez chaque fissure. Les Searets sont là quelque part. » Derrière lui, l'escouade du sergent Holt se déplaçait en formation, armes serrées contre les épaules, casques illuminés de glyphes apudes. Des marques et des entailles de griffes, témoignages du dernier combat qui s'était déroulé ici quelques heures auparavant. Les corps des Miraxi étaient blottis dans les coins, certains figés en pleine course, d'autres blottis au-dessus d'enfants. Leur fourrure, autrefois argentée et épaisse, était désormais hérissée, emmêlée de suie et de sang séché. Leurs membres allongés se courbaient anormalement, certains noircis par le feu du plasma. Le soldat Mendez s'agenouilla près d'un vieillard affalé, vérifia son pouls et secoua lentement la tête. Trop tard. John ne dit rien. Il s'enfonçait déjà plus profondément dans le squelette de la montagne. Ils ne cherchaient bien pas seulement des survivants. Ils essayaient d'échapper à l'extermination. Les tunnels descendaient brusquement, débouchant sur ce qui avait été un atrium central. C'était maintenant un cratère carbonisé dont le sommet s'était effondré, laissant apparaître un ciel déchiqueté. Quelques poutres de soutènement tenaient encore, faiblement éclairées par des balises de détresse enfouies sous des couches de neige. Au centre, coincé sous les vestiges d'une arche effondrée, on voyait un groupe de mouvement. 3 Meraxi, à moitié recouverts de décombres, tentaient d'en dégager un autre. John se précipita. « Dégagez !» aboya-t-il. Alton Mendez s'est immédiatement déplacé, déposant des charges et déclenchant des micro-explosions pour déplacer les fragments les plus lourds. John s'est agenouillé près du Miraxi piégé, tirant à 2 mains une poutre d'acier. Son épaule hurlait sous la pression, mais peu importe. Les débris se sont suffisamment déplacés pour révéler la forme en dessous. C'était elle, la femelle Miraxi borgne, celle qui lui avait offert nourriture, chaleur et silence lorsqu'il était enfant terrifié.
Elle était à peine consciente, respirant par courtes inspirations douloureuses, le bras tordu sous une poutre effondrée. Mais lorsque son œil restant croisa le sien, le temps se courba. 31 années s'évanouirent en 1 seconde. Pas de mots, juste ce regard. La reconnaissance, brûlante à travers le givre. Ses lèvres ne bougeaient pas, mais son expression était indubitable. John tendit doucement la main, la plaça sur son front, puis appela par radio. « Nous avons une unité médicale pour les survivants à Echo 19, priorité 1. » Il se leva et se tourna vers Holt. « Il faut les évacuer vers une zone sûre. » Des informations sur les positions des boucliers mobiles? Oui, dit Holt en vérifiant son écran d'avant-bras. L'équipe Delta a déployé une barrière mobile à 5 clics à l'ouest, crête à moitié couverte et intégrité atmosphérique. Pas grand-chose, mais mieux que de rester ici. Bien, dit John. On les déplace maintenant. Monsieur, intervint Mendez, on n'a pas assez de civières. Au moins 6 d'entre eux ne peuvent pas marcher. John scruta la zone, puis laissa tomber son arme, s'agenouilla et hissa la vieille Meraxi sur son dos. « On n'abandonne personne, dit-il. Formez des binômes. Importez ce que vous pouvez. Les autres effectuent une rotation tous les 100 mètres. » Au-dessus du sol, le ciel ondulait de signatures thermiques. Le commandant Fletcher se tenait au centre du pont de commandement du Fafnir, les yeux rivés sur la superposition stratégique. Des fusées éclairantes rouges signalaient sans l'arrivée des renforts syrites, 6 vaisseaux capitaux formant un nouvel arc autour de l'équateur de la planète. Il ne faisait pas semblant. Il se rapprochait. « Vecteur d'interception », demanda-t-il. « Approche dans H-12 minutes », répondit le lieutenant Calder. « Ils tentent d'encercler notre flanc en orbite basse. »« Ils veulent isoler les tunnels », marmonna Fletcher. « Ils veulent couper notre couloir d'extraction. »« Des ordres ?» insista Calder. Fletcher s'avança. « Verrouiller le groupe de combat. Theta en formation d'interception. Utiliser l'ombre magnétique de la 2e lune. Les forcer à diviser leurs lignes. »« C'est un risque, » dit Calder. « S'ils se repositionnent assez vite, ils nous encercleront. »« Ils ne le feront pas, » dit Fletcher à voix basse. « Ils pensent que nous gagnons du temps. Ils ignorent que nous le gaspillons. » À l'écran, la flotte humaine commença à se déplacer. Non pas pour battre en retraite, pour intercepter. 3 destroyers disparurent en orbite sombre, leurs champs furtifs absorbant les impulsions des capteurs. 2 autres se glissèrent dans des vecteurs de fronde grâce à l'attraction gravitationnelle de Nabaron. En contrebas, les tunnels tremblèrent à nouveau. John et son escouade s'enfoncèrent dans des cavernes de plus en plus étroites, le chemin devenant plus étroit et plus sombre. De la vapeur siffla par les évents de pression. Au fond du couloir, des sifflements déformés résonnèrent, les troupes Syreth approchant. « Formation Titan », dit John. « Je veux un mur entre eux et les civils. » Holt prit l'arrière-garde, couvrant leur piste de mine à impulsion et de dissuasion sonique. Le premier Syreth émergea de l'obscurité, titubant, blindé, mâchoire serrée. Celui-ci était plus grand que les autres, sa peau marquée de cicatrices pâles et de piercings tribaux en métal. Il ne parlait pas. Il chargeait. John s'agenouilla et tira une double rafale, d'abord à l'articulation de la jambe, puis à la poitrine. Le Syrith trébucha, grogna et s'effondra en plein milieu de sa course. Un autre suivit. Puis 3 autres. L'équipe de Holt ouvrit le feu, éclairant le couloir de flash. L'espace confiné se transforma en chaos. Rugissements, plasma, cris, bruit de bottes et sifflements de blessures cautérisées. Mendez fut projeté en arrière par un coup oblique, son armure d'épaule fissurée, sa visière étincelante. John le releva d'un bras et le traîna derrière une colonne de soutien. « Tu restes assis avec les civils, compris ?»« Oui, monsieur, » allaita Mendez. John retourna au combat, son fusil à sec. Il saisit son couteau de combat et chargea.
2 coups rapides au tendon derrière le genou d'un Sirette l'abattirent. Un troisième sous la mâchoire le termina. Holt couvrit son flanc d'un tir net dans la poitrine d'un autre. Ils avancèrent à l'unisson. Pas de panique. Pas de répit. Puis vint le silence. De la fumée et du givre flottaient dans le couloir. Les Sirettes gisaient en morceaux. John se tourna vers la foule Meraxi derrière eux, épuisée, tremblante, mais vivante. « Dégagez !» dit-il dans son interphone. Une réponse crépita. L'équipe Delta est arrivée. Périmètre de bouclier actif. Point d'évacuation sécurisé. Il expira. Se tournant à nouveau vers la femme âgée, il s'agenouilla et lui toucha la main. Son pouls était faible, mais stable. Elle le regarda, les yeux humides, le souffle court. « Encore un peu, » dit-il doucement. « On n'a pas fini. Là-haut, en orbite, les renforts Sired atteignirent la ligne humaine et ne trouvèrent rien à attendre. Les destroyers ayant déjà bougé, ils arrivèrent par derrière, silencieux, brutaux. Le Bahamut transperça le porte-avions Siret d'un coup de rail tiré d'un angle extrême. Le Tiamat apparut au-dessus de la frégate de commandement et largua une charge cinétique à travers son réacteur principal. Le flanc entier s'effondra en moins de 2 minutes. Depuis le Fafnir, Fletcher observa la scène. Pas une contre-attaque, une correction. Verrouillage orbital terminé, annonça Calder. Voie d'évacuation sécurisée. Fletcher ne sourit pas. Il hocha simplement la tête. Parfait. Commencez l'extraction. Il se pencha vers l'écran, un zoom sur un amas de signatures thermiques perçant les cavernes de glace en contrebas. Ramenez-les à la maison. Il pensait que c'était fini. Il pensait que les humains étaient venus les sauver. Mais le salut n'était qu'une partie de l'histoire. Le reste était une question de justice. Lorsque les Sirites rompirent leur formation, ils étaient déjà encerclés. 3 vaisseaux capitaux tournaient sur leur axe dorsal, leurs propulseurs ventraux tirant en rafales synchronisées. Leur manœuvre était un modèle, un arc de cercle destiné à s'effondrer autour d'une pince avant. Elle avait fonctionné d'innombrables fois sur une centaine de systèmes. Mais pas ici. Pas aujourd'hui, car Joshua Fletcher l'avait déjà vu venir. Depuis la passerelle de commandement du Fafnir, il se tenait dans un silence absolu, les yeux rivés sur la carte du ciel à filets rouges, projetée sur la console centrale. Sa main restait immobile. Sa voix restait immobile. Mais à chaque tic-tac de l'horloge tactique, la position de son destroyer changeait. Précis, délibéré, mortel. Groupe Alpha, arrêtez-vous au nœud Delta 7. N'engagez pas le combat. Qu'il croit que nous battons en retraite, dit-il calmement. Bien reçu, répondit le capitaine Snyder à bord du Tiamat, verrouillé sur la projection. L'arc Sirat se resserra exactement comme prévu. Fletcher saisit un nouveau vecteur et vit 3 vaisseaux humains disparaître de l'écran. Non détruits, ils étaient entrés dans la zone magnétique morte derrière la lune secondaire de Naran, un angle mort que les Sirettes avaient négligé. Encore une fois. À bord du Vurodka, le haut commandant Surak se pencha en avant, les mandibules tressaillant de frustration. « Il recule !» siffla le sous-commandant Tazek. « Nous avançons, isolons et écrasons la ligne arrière. »« Non !» marmonna Surak en fixant les affichages chaotiques de son écran de commandement. « Non !» marmonna Surak en fixant les affichages chaotiques de son écran de commandement. « Ce n'est pas une retraite. C'est un appât. » Tazek cligna des yeux, confus. Alors que sont-ils? Il ne termina jamais sa phrase. Car à cet instant, le Bahamut et le Dreg Gauche surgirent de la zone aveugle à pleine vitesse, armes prêtes à exploser. La formation Siret s'était effondrée, serrée, trop confiante, aveugle au piège. Le premier rail l'explosa du Bahamut transperça le croiseur Sirite Orak Jarn, transperçant sa colonne vertébrale de carburant et déclenchant une série d'explosions secondaires. Le vaisseau se déchira en 2. Quelques secondes,
Quelques secondes plus tard, le dragueur gauche déchira le flanc arrière du Sulvek, désactivant ses moteurs avant que l'équipage ne puisse activer le blindage d'urgence. Touché confirmé, rapporta le lieutenant Calder du côté de Fletcher. L'escadron Dritha signale des pertes, ajouta Calder. 2 nacelles perdues lors de la rentrée atmosphérique. Fletcher serra les mâchoires. C'est noté. Maintenez la ligne en mouvement. Fletcher ne scia pas. Groupe Theta, avancé. Déploiement complet. Ne cessez pas le feu. En contrebas, à la surface de Nabaran, les combats devinrent acharnés. John Xavier mena son équipe à travers les décombres du secteur ouest de Bandour, les ruines rougeoyantes des récents accrochages. L'effondrement du tunnel avait forcé un nouvel itinéraire, traversant une place ouverte étouffée par les cendres et les épaves de véhicules Sirette. Les yeux levés, appela John. Mouvement sur la crête. Un groupe d'infanterie Sirette rampait au sommet d'un mur déchiqueté. 5, peut-être 6, leurs armures anguleuses reflétant le peu de lumière restante. Le chef tenait un lanceur de plasma dont le cœur brillait d'un vert pâle. John se laissa tomber derrière une arche effondrée, visa rapidement et tira une rafale de 3 coups. 2 sarrettes tombèrent. Les autres chargèrent. L'escouade de Holt émergea du flanc gauche, armes à la main. Le dernier sarrette s'écroula à mi-chemin, sa carapace supérieure transpercée. « Dégagez !» cria Holt. « Pas pour longtemps !» marmonna John. « Mendez, faites bouger le dernier groupe de civils. Nous sommes à moins d'1 kilomètre du point de repli. »« Ah. Oui, monsieur, » dit Mendez en faisant signe au groupe Meraxi d'avancer. Parmi eux se trouvait la femelle borgne. Elle s'appuyait sur un jeune Meraxi pour la soutenir, mais elle avançait. Chaque pas était une victoire. John scruta l'horizon. Plus de patrouilles, mais pas le temps de célébrer. « Allez, » dit-il. Maintenant. Au-dessus de la planète, la flotte Sirette sombra dans la confusion. Les destroyers humains avançaient en formation de pointe, perçant ce qui restait des lignes de la Fédération. Leurs mouvements n'étaient pas seulement rapides, ils étaient prédictifs. Chaque repositionnement des Sirettes était contré par une frappe préventive. Chaque angle recherché était déjà couvert. « Ils sont dans notre algorithme de commandement », gronda Surak, debout au milieu des étincelles et de la fumée tandis que les systèmes du Vurodka s'édeignent. « Non, » dit Tazek en tremblant. « Ils sont dépassés. Ils ne réagissent pas, ils dirigent. » Surak a ouvert un canal de communication, non crypté, non filtré. Juste un signal brut. Ici, le haut commandant Surak de la Fédération Sirette, sa voix résonna sur toutes les fréquences ouvertes. Nous proposons un cessez-le-feu. Nous reconnaissons l'existence d'un corridor humanitaire pour l'évacuation de Meraxi. Nous allons nous retirer. À bord du Fafnir, le message parvint à Fletcher. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il se pencha vers l'écran, observa le dernier Dreadnought Sireth tenter un vecteur de retraite et dit calmement « Suivez la signature du moteur. Désactivez la propulsion, pas de destruction. Faites-les simplement observer. » Le Bahamut obéit. Une torpille à impulsion s'écrasa sur la baie des propulseurs arrière de l'ennemi, envoyant l'imposant croiseur en vrille. Ses phares s'éteignirent. Aucun tir de riposte ne fut entendu. « Toujours pas de réponse au cessez-le-feu », remarqua Calder à voix basse. « Ils ne nous parlent pas », dit Fletcher à voix basse. « Ils supplient l'histoire d'oublier ce qu'ils ont fait. » Il se tourna vers l'officier des communications. « Verrouillez le canal. N'envoyez rien. Ils apprendront ce que signifie le silence. » Au sol, John guida le dernier groupe de Miraxi vers la sortie du tunnel. Le périmètre du bouclier mobile bourdonnait devant lui, un doux scintillement bleu marquant la zone de sécurité au-delà. L'équipe Delta leur fit signe de passer. Les Marines se tenaient en position le long du mur extérieur, vigilants mais constants. John sortit le dernier, fusil toujours levé. C'est alors seulement qu'il reprit son souffle. La dernière résistance avait disparu.
La dernière résistance avait disparu. Le dernier enfant était sorti. Il se tourna une dernière fois vers l'entrée. Un couloir effondré, des cendres, de la glace, des eaux calcinées. Mais pas de Cyrith. Holt le rejoignit, casque enlevé, le visage maculé de sueur et de suie. « C'est tout ?» demanda-t-il. John fixa l'horizon. « Non, dit-il, ils sont toujours là-haut. » Et au-dessus d'eux, dans le silence glacial de l'orbite, la flotte de la Fédération se fractura en temps réel. Fletcher se tenait au cœur du silence. Pas d'ordre, pas de discours. Juste le silence. La bataille n'était pas terminée. Ce n'était pas la paix, c'était une ponctuation. Et la phrase suivante n'avait pas encore été écrite. La flotte Syreth rompit les rangs, non pas pour manœuvrer, mais pour battre en retraite. Le Vurotka, noirci et incliné par la rupture d'un pylône, filait lentement vers la limite extérieure de l'orbite de Nabaran. Derrière lui, les vaisseaux Syreth restants se dispersaient dans différentes directions, moteurs en vrille, cherchant désespérément à échapper au jugement qu'ils avaient déclenché. Depuis le pont de commandement du Fafnir, Joshua Fletcher restait immobile. Son visage n'était éclairé que par le bleu doux de l'écran tactique. Sa voix était basse et définitive. Sa voix était basse et définitive. « Blocus total », ordonna-t-il. « Pas de passage, pas de couloir. Confirmez les cibles tentant des vecteurs de sortie. »« Confirmé », répondit le lieutenant Calder. 9 navires quittaient la formation Cyrith, 5 en sortie, 4 au ralenti. Aucun signe de regroupement. Il fuit. Le regard de Fletcher resta fixé sur la projection. Son expression ne changea pas. Vecteur d'interception défini. Pas de tir de semonce. Dans le ciel, les destroyers humains se déplaçaient tels des instruments, silencieux et précis. Bahamut se repositionna depuis son flanc arrière, décrivant un large arc de cercle destiné à rassembler les vaisseaux Syreth dans un couloir de plus en plus étroit. Tiamat et Fafnir s'alignèrent en périphérie, chevauchant les zones de destruction en parfaite synchronisation. Le piège n'était pas encore déclenché, il était déjà refermé. Puis vint la diffusion. Ici, Vurotka, commandement. La voix grésilla sur la large bande, déformée et inégale. Nous nous désengageons. Nous reconnaissons votre domination sur la sphère orbitale. Exigez un retrait en toute sécurité, conformément au protocole de cessez-le-feu standard. La voix hésita, puis ajouta, presque suppliante, « Nous invoquons l'article 17 de l'accord galactique. Accordez-nous le passage. Les Meraxis sont sains et saufs. Inutile de verser davantage de sang. » La transmission fut coupée. Fletcher se pencha en avant, la voix basse, ferme. « Vous ne méritez pas la compassion, » dit-il, comme s'il s'adressait directement au vide. Les Meraxis, oui, nous, non. Un mot suivit, non crié, mais simplement prononcé. Engagé. Le Bahamut frappa le premier. Sa batterie de rails avant se déploya en un barrage complet à triple empilement, projetant une ligne de métal en fusion au centre d'une frégate Syrah en fuite. L'explosion ne détruisit pas seulement le navire. Elle replia sa colonne vertébrale, cisaillant le milieu du pont et libérant l'atmosphère dans un élan silencieux. Quelques secondes plus tard, le dragueur lança une grappe cinétique sur 2 fugitifs qui tentaient tant de se propulser derrière l'ombre gravitationnelle de la Lune. Le tir les toucha tous les deux. L'un se vaporisa, le second s'envola en spirale. Les moteurs crachotaient comme le Fafnir, le Shortivore, un croiseur de commandement encore armé, mais qui tentait de se cacher derrière ses alliés endommagés. Fletcher ne donna aucun ordre précis. Il n'en avait pas besoin. L'équipage avait compris ses intentions par ses actes, pas par ses paroles. 3 torpilles de précision, 3 impacts, aucun survivant. De l'autre côté de la passerelle, la voix du lieutenant Calder résonna à nouveau, calme mais assurée. 2 vaisseaux ont coupé leur moteur. Ils annoncent leur reddition.
L'un d'eux transmet des informations ouvertes au Conseil de la Fédération. La réponse de Fletcher fut aussi naturelle qu'un souffle. Laissez-les faire. Ensuite, marquez-les pour les récupérer. Purgez les autres. Dehors, dans le silence de mort de l'espace, la résistance sirette s'est effondrée non pas dans les flammes, mais dans l'absence. Pas de triomphe. Pas d'éclat de finalité. Juste un effacement. À la surface de Nibaran, la guerre n'avait plus lieu, mais elle persistait dans les eaux. John Xavier se tenait au milieu de la zone de repli, entouré d'un réseau de pylônes de boucliers portables projetant un doux scintillement bleu sur les ruines enneigées. Les marines tenaient pied position autour du périmètre, certains vérifiant les armes, d'autres soignant les blessés, tous montant la garde. Le dernier Maraxi avait franchi les tunnels. L'armure de John était calcinée par le dernier affrontement dans le couloir, le plasma marquant son gantelet droit, un nœud de capteur fissuré sur son épaulière. Sa main gauche tremblait légèrement, mais pas de peur, de tension, de souvenir. Elle s'approcha lentement, la femelle borgne qu'il avait recueillie tant d'années auparavant. Sa fourrure était plus fine, une patte enveloppée d'attelles de fortune, mais sa colonne vertébrale toujours droite. Elle avançait avec une dignité tranquille, son bras libre posé sur l'épaule d'un jeune Meraxi qui regardait John avec une admiration respectueuse. Elle s'arrêta à 1 mètre de lui. John retira son casque. L'air était froid sur son visage, mais il le remarqua à peine. « Tu m'as sauvé quand j'étais un enfant effrayé », dit-il, doucement, mais avec détermination. Personne d'autre ne l'aurait fait. Tu as tout risqué. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Sa voix était rauque, douce et sèche, mais assurée. Tu es revenu, dit-elle, et nous nous sommes souvenus. John prit une inspiration, la voix crispée. J'ai attendu 31 ans pour dire ça. Il s'avança et mit un genou à terre, non pas par cérémonie, mais par poids, par vérité. Du fond du cœur, dit-il en baissant la tête. Merci pour ta gentillesse. Dit-il en baissant la tête. Merci. Pour votre gentillesse. L'instant dura. Un silence différent de ceux qui naissent de la mort ou de la stratégie. C'était un silence de présence, partagé, non craint. Derrière John, le sergent Holt retira lentement son casque. Le soldat Mendez le suivit. Puis 2 autres. Bientôt, tout le périmètre des Marines se retrouva désarmé, tête baissée. Non pas comme des soldats, mais comme des hommes qui comprenaient ce qui venait d'être payé. Non pas une dette de guerre, mais une dette de miséricorde. Autour d'eux, les Miraxis observaient, immobiles. Certains pleuraient, d'autres s'agenouillaient simplement. L'un d'eux tendit la main et toucha le sol près des pieds de John, le marquant d'une lente spirale dans la neige. Un vieux signe Miraxi, symbole de vie, revint. Au-dessus, en orbite, le dernier signal Sirith disparut. Le Tiamat se repositionna. Le Bahamut entra en surveillance. Le Fafnir resta immobile, sa coque massive tournant lentement, ne se préparant plus à attaquer, mais refusant de baisser la garde. Joshua Fletcher resta sur le pont de commandement, silencieux. Il observa le silence s'installer sur Nabaren et sut que le message avait été transmis, plus fort que n'importe quelle émission. Ils avaient tenu bon, non pas pour la domination, ni pour le territoire, mais pour ceux qui l'avaient autrefois tenu pour eux. Et cette ligne n'était plus. Je venais de m'en souvenir. C'était mérité. Et jamais oublié. Le ciel au-dessus de Nibaran était silencieux. Non pas le calme de la paix, mais celui qui suit tout ce qui devait être dit, déjà gravé dans les décombres et les flammes. Les débris de la flotte Sirette dérivaient en orbite haute, vestiges d'une armada brisée, dispersée dans une lente décomposition. Seuls 6 vaisseaux restèrent intacts, à moitié hors d'usage, à moitié rendus. Aucun ne représentait une menace, aucun n'osait bouger.
Leur bande de transmission était obscure, leur moteur froid, leurs coques calcinées et creuses. À la limite de l'orbite, la flotte humaine maintenait sa formation. Bahamut, Tiamat, Drag, Gosh, Fafnir. Les noms autrefois enfouis sous les traités et le silence réapparaissaient désormais, sentinelles du souvenir. Leur coque, ça ne portait aucune marque, aucun drapeau, aucune exigence de reconnaissance. Et pourtant, dans cette ligne silencieuse d'acier et d'ombre, la galaxie entière se racontait une histoire qui ne pouvait plus être niée. À l'intérieur du centre de commandement du Fafnir, le commandant Joshua Fletcher restait à son poste. La superposition tactique était éteinte. Aucun nouveau mouvement, aucune menace, juste la lente pulsation des balises de confirmation des équipes au sol. Le lieutenant Calder approchait depuis la station avancée. Planète sécurisée. Les Marines signalent l'évacuation complète des groupes civils. Zone de bouclier stable. Plus d'engagement. Joshua ne s'est pas retourné. État des vaisseaux rendus. Ils dérivent en temps stase standard. Aucune arme active. 2 d'entre eux évacuent l'atmosphère. Les autres demandent une assistance médicale. Les yeux de Fletcher restaient fixés sur le vide silencieux devant eux. Envoyez des drones. Pas de frontières, pas de dialogue. Oui, monsieur. Un silence. Calder hésita avant de reprendre la parole. Des ordres, commandant? Fletcher ne répondit pas immédiatement. Il se dirigea plutôt vers la console centrale du relais, ses bottes résonnant sur le pont silencieux. Il tapa une séquence de commandes connues uniquement du haut commandement de la flotte. Pas de cryptage. Pas de mots de passe. Juste la vérité. Il activa le système de communication sur un relais large bande, non pas vers les Sirets, mais vers tout le monde. C'est le commandant Joshua Fletcher de la flotte de défense de la Terre, dit sa voix, portée à travers le silence comme le fer dans l'eau. Il y a 31 ans, les Meraxi nous ont montré de la bonté quand personne d'autre ne l'a fait. Quand l'humanité était traquée, abandonnée, oubliée. Ces mots étaient calmes, directs, mesurés. Nous n'oublions pas. Il n'y eut aucune autre déclaration, aucune exigence, aucun ultimatum. Il mit fin à la transmission. Le signal résonna, se réfléchit, s'amplifia sur tous les relais importants de la bande extérieure. Poste civil avancé, poste d'écoute, observateurs politiques, tous l'entendirent. Certains reconnurent la voix, d'autres le message. De l'autre côté de la passerelle du Tiamat, le capitaine Snyder observa la transmission du signal final et croisa les bras sans parler. À bord du Bahamut, le timonier Akil expira pour la première fois depuis près de 10 minutes. L'équipage de la passerelle ne dit rien. Inutile. C'était fini. La flotte commença à se déplacer. Ni en formation, ni en démonstration. Un par un, les destroyers quittèrent leur orbite. D'abord le Bahamut, puis le Dédrail gauche, puis les patrouilleurs extérieurs. Les moteurs ronronnaient doucement, à peine audibles dans le vide sans vent. Leur sillage ne laissait aucune trace, si ce n'est le silence. Le Fafnir restait le dernier. Depuis son hublot, Nabaran tournait lentement en contrebas. Marqué. Magnifique. Toujours vivant. La main de Joshua planait au-dessus du relais de barre. Mais avant qu'il ne l'enclenche, un voyant de communication clignota, priorité cryptée. Il appuya dessus. Le visage de John Xavier apparut au centre du trou. Il était assis sur une caisse dans la neige, casque enlevé, coude sur les genoux, fusil posé sur le côté. Derrière lui, Miraxi traversait la zone de récupération improvisée. Silencieux, ordonné, encore hébété. Aucun des 2 hommes ne sourit. « Périmètre dégagé », dit John. Joshua hocha la tête. « On vous voit. Aucun contact à longue distance. » Ici qui. John expira. On retire la dernière équipe d'évacuation. Les tunnels sont scellés. Un silence, puis un silence. Ils sont vivants. Joshua fixa les lieux un instant. Bien. John détourna le regard, juste une seconde,
puis le reporta. Ce discours, c'était pour eux, n'est-ce pas? Joshua ne répondit pas tout de suite. C'était pour tous ceux qui pensaient qu'on ne s'en souviendrait pas. John hocha la tête. La vidéo vacilla, puis se coupa. Fletcher se tenait seul sur la passerelle. Il ne demanda pas d'applaudissements. Il ne fit pas signe de retour. Il enclencha la séquence de mise à feu du Fafnir. Le vaisseau s'éloigna lentement de la planète, rejoignant la file de destroyers qui disparaissaient déjà dans l'obscurité. Lorsque les moteurs s'allumèrent, la dernière trace de leur présence se réduisit à un scintillement changeant dans le ciel, puis plus rien. Du sol, les Meraxi levaient les yeux. Certains pointèrent du doigt, d'autres se contentaient de rester immobiles, observant. Parmi eux, l'aîné borgne leva une main griffue sur sa poitrine et la baissa, un geste silencieux de deuil ou de révérence. Personne ne se demanda lequel. Près d'elle, le sauveur de John se tenait aux côtés du sergent Holt, visière à la main. « Ils partent », dit doucement Holt. John hocha la tête. Ils revinrent. C'en était assez. Holt jeta un coup d'œil aux ruines effondrées, à la neige fondue, aux structures brisées qui abritaient autrefois des souvenirs et maintenant des survivants. La galaxie avait-elle compris le message? John ne quitta pas le ciel des yeux. Il l'avait soit compris. Le vent se leva légèrement, charriant cendres, glace et le bruit de la vie qui se reconstruisait. Non loin de là, un enfant Miraxi poussa un cri, et sa mère lui répondit. Un feu crépita à l'intérieur d'un dôme à moitié dressé. Des outils tintèrent. Des voix parlaient, non de guerre, mais de ravitaillement, d'abri, de nom. Au-dessus d'eux, les derniers vaisseaux humains disparurent dans la haute atmosphère. Plus de bannières, plus de transmissions, seulement le silence. Et dans ce silence, Nabaran demeurait, marqué, en deuil, mais jamais oublié. Salut, humain de l'espace. Je suis vraiment curieux de savoir ce que tu penses de cette vidéo. Laisse un petit commentaire et dis-moi ce que tu penses. Ou dis-moi juste bonjour si tu préfères. Quoi qu'il en soit, j'aimerais beaucoup avoir de tes nouvelles. Oh, et une dernière chose. Tout grand soldat sait que pour survivre et devenir un héros, il est essentiel de prendre soin de soi. Alors, avant de partir, consultez le commentaire épinglé. Croyez-moi, c'est important. J'ai sélectionné une autre vidéo pour vous. Cliquez sur la carte ici, ou ici pour la playlist complète. À bientôt!